Et pendant ce temps, docteur Yamb, il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont fait un tour en France, en Occident, reviennent nous parler de l'alternance. Il faut à tout prix que la personne qui est à la tête du pays change, à tout prix pour que les choses changent. Mais nous le savons, ça ne change pas toujours comme ça. En réalité, ce qu'on appelle alternance distinguons deux grands espaces en Afrique. Vous avez les espaces où les dirigeants ont les clés de l'initiative historique entre les mains. C'est généralement le monde arabe et le monde, disons le monde arabophone, et non arabe, parce qu'ils sont arabes. C'est le monde arabe avec, même s'ils piétinent les berbères et tout ça, et les morts, et les gens du Sahara occidental qui sont noirs, c'est pour ça qu'on les piétine. Donc prenons ces gens arabophones et prenons les gens qui sont anglophones. En général, ceux-là tiennent les clés de l'initiative historique entre leurs mains. Ça se passe de façon différente. Oui. Il est possible que l'alternance chez eux induisent un certain développement, mais il faudrait qu'ils s'appuient sur les structures historiques de leur peuple, parce que c'est la clé de tout. C'est la base la plus solide sur laquelle on peut fonder un État qui se projette historiquement et construit. Vous avez ce qui est un cas, je suis persuadé que dans 500 ou 1000 ans, dans 500 ans ou 1000 ans, nos descendants seront ahuris de constater qu'il y avait quelque chose qui s'appelait l'Afrique francophone, et ils se demanderont comment cela a-t-il pu se constituer. La question de l'alternance dans ces États-là est un piège. Et c'est un piège historique, c'est un piège géopolitique. Loin de nous, l'idée de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait alternance, c'est pas ce qu'on dit. Mais on analyse un phénomène de façon, si vous voulez, de façon sérieuse, approfondie. Naturellement, tous les peuples aspirent à ce qu'il y ait une certaine vitalité de la vie politique. Et cette vitalité de la vie politique a, entre autres éléments, généralement, le fait qu'on voie des transformations structurelles qui peuvent se produire dans le cadre de la vie publique. Mais il y a une chose que les gens ont tendance à oublier. Lorsque nous disons il faut que ce soit fondé sur nos conquêtes historiques, sur notre historicité, ils ne comprennent pas très bien de quoi on parle. Ils pensent que nous sommes là sur la figure du roi ou du dirigeant. Non. Un État, c'est celui qui le dirige, mais c'est surtout toute la base de la pyramide qui est en réalité, si vous voulez, l'organisation administrative qui se met en place, qui porte le pays. Les raisons pour lesquelles l'Occident peut très facilement vous parler d'alternance en vous disant « ouais, mais on a des mandats de 4 ans ou de 5 ans, mais ça marche », c'est parce que cette infrastructure-là, cette structure-là qui porte le pays, elle est solide. Donc, le dirigeant peut changer, c'est pas lui qui détermine en fait les choix politiques, contrairement à ce qu'on croit. Oui. Donc, vous pouvez changer autant de présidents américains que vous voulez, les Américains resteront, les États-Unis resteront les États-Unis. Vous pouvez changer autant de présidents français que vous voulez, ils vont toujours piller vos forêts et votre pétrole. Ça n'a rien à voir, ça reste. Ça ne changera jamais. Ça ne change pas. Oui. Donc, ici chez nous, on va venir vous dire, il nous faut de l'alternance, mais il faut de l'alternance dans ces pays, il faut de la démocratie. C'est un piège. Un piège pourquoi? Parce que vous serez pris tous les 4, 5 ou 7 ans dans la course à changer un homme à la tête de votre État et vous ne constituez pas l'infrastructure suffisante qui vous permet de bâtir le pays. L'infrastructure actuelle n'est pas faite pour bâtir. L'infrastructure actuelle Elle est faible. Non, c'est pas qu'elle est faible. L'infrastructure actuelle existe pour pérenniser le néocolonialisme, pour pérenniser le système. Oui. En fait, c'est ça le piège. C'est que, consciemment ou inconsciemment, tous les fonctionnaires de nos pays travaillent en fait à structurer, à faire vivre le néocolonialisme. C'est ça que le prof a essayé d'indiquer dans les contenus des cours. Mais lorsque vous passez le temps à expliquer aux enfants, à leur parler de l'histoire des pays européens, vous pensez que vous faites quoi? Vous pérennisez le néocolonialisme, c'est tout. Donc, cela existe pour cela. Et c'est pour ça que cette administration existe. Et le chef qui est au-dessus n'est que le visage, n'est que la mascotte de ce néocolonialisme. Et le piège donc, c'est que le vrai combat qui est le vôtre, vous ne le menez pas. Vous ne le menez pas. Le vrai combat qui est le vôtre, les vrais objectifs qui sont les vôtres, les vraies attentes profondes
de votre historique, de votre peuple, vous les ignorez. Et tout cela porte sur quelque chose de très important qui est votre liberté, votre indépendance, votre souveraineté. Mais depuis 1992, les Camerounais sont tout le temps en train de faire des élections présidentielles. Vous les avez entendus parler des problèmes de leur souveraineté. Vous avez déjà entendu les Camerounais dire il est anormal d'importer tous les médicaments. Vous avez déjà entendu un seul candidat aux élections présidentielles parler de ça? Tout en espérant d'ailleurs qu'ils ont un programme politique. Laissons-le. Oui, en réalité, vous avez simplement résumé la question ce que je soulevais comme problème. Vous les avez déjà entendu dire tout ce qui s'utilise dans nos hôpitaux, tous les médicaments, les équipements sont importés, c'est pas normal. Vous les avez entendu parler de ça. Mais c'est ça les éléments de souveraineté. Vous les avez entendu parler de la monnaie? Jamais. Mais c'est ça les éléments de souveraineté et d'indépendance et de liberté. Vous avez déjà entendu les Camerounais parler de fabriquer les habits et les vêtements? Quel est ce pays qui a officiellement 25 millions d'habitants, mais certainement qui est plus près de 40 millions d'habitants, où on ne fabrique pas les habits? On ne fabrique pas des chaussures. Mais ça, c'est les éléments de souveraineté, monsieur. Vous avez déjà entendu ces gens qui cherchent à devenir président ou qui le sont, vous avez entendu parler un seul, dire les ensembles logistiques, de gestion logistique, les infrastructures logistiques de tous les pays sont les centres de profit les plus importants, parmi les plus importants d'un État. Vous les avez entendu parler de les nationaliser. Pour s'assurer que les bénéfices générés nous permettent de construire facilement les routes, de doter notre système éducatif, de doter notre système, toute la recherche scientifique fondamentale et appliquée chez nous. Vous les avez entendu parler de ça? Ça, c'est les éléments de la souveraineté, c'est les éléments de dignité. Vous connaissez un seul grand pays au monde dont la gestion des aéroports est confiée à des étrangers, ou des ports importants est confiée à des étrangers? Non, mais là, c'est du cash au quotidien, qui permet donc de financer l'éducation, la santé, l'agriculture. Vous avez déjà entendu tous ces gens-là qui veulent devenir président de la République vous dire qu'il est anormal qu'en pleine forêt équatoriale, on mange du blé? Le bon Dieu, pour ceux qui croient qu'il y a un Dieu qui a créé la nature, ou alors l'évolution qui a créé la nature actuelle, vous l'avez vu faire qu'il y ait du blé qui pousse ici naturellement? Vous croyez que c'est un hasard? Mais pourquoi est-ce qu'on doit être en train de manger du blé ici tout le temps? Alors qu'il y a du manioc, du macabo, du taro et tout ça là. Et que dans nos régions septentrionales, il y a du mil, du sorgho et tout ça. Vous les avez entendu parler de ça. Ce sont ces éléments qui nous apporteraient de la sécurité alimentaire. Et donc notre souveraineté. Est-ce que vous avez déjà entendu ces gens-là vous dire, mais écoutez, il se trouve quand même que traditionnellement, il y avait une certaine façon il y avait d'abord quelque chose qu'on appelait un malfaiteur ou alors un criminel. C'était quoi chez nous traditionnellement? Qu'est-ce que c'était un criminel? Et comment appréhendait-on un criminel? Comment le jugeait-on? Comment le traitait-on? Vous avez entendu tous ces gens-là qui vous récitent des textes de loi à longueur de journée sans qu'ils comprennent de quoi on parle. Vous les avez entendus aller questionner cette disposition juridique historique de chez nous? Vous avez déjà vu ça? Ce sont des éléments de souveraineté et d'identité culturelle et politique. Parce que, attention, politique ne veut pas dire diriger, ne veut pas dire l'administration. Politique veut dire l'organisation de la société. Est-ce que vous les avez entendu parler de ça? Ce sont là les éléments de la souveraineté, de la liberté et de l'identité d'un peuple. Non, il ne vous parle pas de ça. Vous voyez donc que finalement, la question de l'alternance est un piège qui permet que un certain nombre d'élites, compradors, enfin même pas compradors, puisqu'ils ne sont pas libres de l'initiative historique, donc ils ne peuvent même pas être compradors, un certain nombre d'élites bureaucratiques. Oui, mais c'est ça, ils comprennent de quoi je parle. Ils ne peuvent pas être compradors parce qu'ils n'ont pas les leviers de l'initiative historique. Donc c'est un homme d'élite bureaucratique, c'est-à-dire qu'en fait des gens qui sont assis dans des bureaux à signer des papiers, c'est tout. À faire de l'administration, pas de la politique, que ces gens-là vont donc en fait se battre pour reproduire tout simplement un système tel que leur maître leur demande de le faire. C'est ça le piège de l'alternance dans ces pays-là. La conséquence, c'est quoi? C'est que ce qui semble simple et que donc tout le monde parle dans les journaux, on parle à la télé tous les jours à la radio, vous voyez que c'est une question beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. La question de l'alternance dans nos pays est un piège. C'est un piège politique, c'est un piège historique, c'est un piège culturel. Et pire, c'est le plus grand piège économique dans lequel nous aurions pu nous retrouver. Pourquoi? Parce que
Que vous changez X par Y, tant qu'il est dans le système néocolonial, vos pays seront pauvres. Que vous le vouliez ou pas, d'une manière ou d'une autre, parce que le système prime sur le régime. Donc que vous le vouliez pas, tant que c'est le même système qui est en place, vous serez pauvre. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont le sentiment que les pays d'Asie du Sud-Est se sont plus rapidement développés? Et non, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus travailleurs que nous. Je vous rappelle que toutes nos mamans là, tous les gens qui sont dehors là travaillent 10-14 heures par jour. Hein. Pourquoi ils ne se développent pas? Mais ils ne se développent pas parce que 50 à 65% de leur devise, il y a pas longtemps, c'était 100% de leur devise, était entre les mains de certains, mais pas entre leurs mains. Première chose. Deuxième chose, vous avez parlé de la Corée du Sud. Effectivement, il faut faire attention, et c'était l'une des plus grosses bêtises de Barack Obama, de venir en Afrique et de nous raconter qu'il faut qu'on aurait dû être comme la Corée. Mais c'était scandaleux. C'est un démocrate. C'était scandaleux. C'était scandaleux de dire ça au Ghana. Pourquoi? Mais parce que la Corée du Sud recevait chaque année l'équivalent de 10 à 20 ans d'aide internationale que recevait toute l'Afrique. Comment vous pouvez comparer des gens comme ça? Les facilités de commerce avec l'Europe et avec les États-Unis, mais l'Afrique ne les a jamais eues. Des facilités d'investissement, on ne les a jamais eues. Donc, quelqu'un va venir et va commencer à vous raconter comment il faut des hommes, des institutions fortes et pas des hommes forts. Les institutions tombent du ciel. Ça tombe du ciel. Et c'est ce genre de piège-là, justement, conceptuel et géopolitique, qui vont amener les Africains à croire qu'il suffit de changer X par Y et donc le pays va se développer. Non. Le pays ne va pas se développer parce qu'en réalité, chaque fois, ce à quoi vous faites face, c'est que vous êtes les pions d'un système qui s'est mis en place et ce système se nourrit du travail de vos populations. Le jour où nous serons dans un cadre qui permet que le travail de nos populations ne nourrisse que nos populations, à ce moment-là, l'alternance aura un sens. C'est pour cette raison que, par exemple, dans nos traditions, qu'importe les différences d'organisation, chez vous à l'Ouest Cameroun, il y a un roi, mais ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas comme ça, sous cette forme-là. C'est la société organisée autrement. Mais, quelle que soit la façon, les formes originales d'organisation sociale que nous avons eues en Afrique, c'est sur ces formes-là que nous devons bâtir, nous devons nous baser pour bâtir notre futur. Parce que de l'originalité que nous en tirerons, nous structurerons une société qui répond en écho à nos rêves, à nos idéaux, à nos attentes les plus profondes.